Bonsoir à tous, bienvenue sur Tandem 2.0. Alors mon invité ce soir, c'est Raphaël Jérusalemi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien, mais si on vous reçoit ce soir dans Tandem 2.0, c'est pour votre livre, l'un de vos livres, parce que vous êtes aussi auteur, vous en avez écrit plusieurs, en tout cas le dernier, voilà, des Sex Pistols à l'Intifada, c'est le dernier livre paru aux éditions Ballant, un livre que j'ai dévoré, voilà, il faut bien le dire aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, avant d'entrer dans le fond, puisque vous racontez votre vie, c'est une autobiographie, vous racontez l'Aliyah et puis ensuite votre entrée dans le renseignement militaire israélien et votre carrière dans les services secrets, si on peut dire ça. Voilà, je tease le thriller passionnant. Avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur la forme plutôt, sur votre style d'écriture. C'est une écriture qui est franche, directe, très drôle aussi, beaucoup d'humour. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mentalité israélienne, le tachlès israélien. Pourtant, vous ne vous définissez pas, en tout cas au début du livre, comme un Israélien lambda qui a réussi à s'intégrer dès votre aliyah. Vous avez choisi cette écriture-là, c'est celle que vous vouliez pour ce livre ? Exactement. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, à part les anecdotes dont nous allons parler et les révélations et confidences d'un officier des renseignements israélien, c'est effectivement l'écriture et donc le registre de langage, car on n'a jamais parlé avec ce vocabulaire-là et cette écriture-là de Tzahal ou d'Israël. Il y a énormément d'écrits, bien sûr, sur Tzahal et Israël, mais c'est toujours très très cliché, ce sont toujours des termes rabâchés, et puis aussi des angles de vue qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Et là, évidemment, en partant de l'armée de l'ombre, mais aussi du terrain, de la rue, je montre un autre Israël, un autre Tzahal, et j'emploie parfois effectivement des termes, et en plus l'humour qui n'est pas toujours de mise lorsqu'on parle de ces choses très très sérieuses que sont Tzahal et Israël. Là, il y a de l'humour, il y a une familiarité. Oui, c'est un langage particulier. Voilà. C'est une ambition littéraire véritablement qu'il y a dans le livre, en plus de son contenu, de ce qui est raconté. Et d'ailleurs, ce livre, je précise juste qu'il sort maintenant parce que mes divers éditeurs, ont toujours dit Raphaël, tu dois attendre d'avoir d'abord fait ta carrière d'écrivain. Et donc j'ai sorti plusieurs romans avant que mes éditeurs me disent « Maintenant, tu lâches le pavé dans la mare », bien qu'il était écrit sur les 4e de couverture, que j'étais un officier des renseignements de Tzahal, mais là, c'était quand même le livre pavé dans la mare où ce brave monsieur qui écrivait des très jolis romans se dévoile comme espion israélien. Et donc là, ça jetait quand même. Et donc, c'était le moment de le sortir. C'était surtout le moment de le sortir pour moi, parce que je veux que les lecteurs, ceux des téléspectateurs qui auraient peut-être lu certains de mes livres, les anecdotes qui sont racontées dans ce livre m'ont inspiré mes romans. C'est-à-dire que tous mes romans sont basés sur une anecdote du terrain, secrète, de Tzahal, et j'en ai fait un roman, ça m'a inspiré une aventure. Très brièvement, Sauver Mozart, qui est un attentat musical à l'époque des nazis, ça m'a été inspiré par un général égyptien qui jouait du violon et qui m'avait joué des airs de folklore yiddish sur un violon. Voilà. Donc, tout ça se retrouve dans le livre. Il y a des clins d'œil à la carrière littéraire, mais le livre, évidemment, lui est hors littéraire. C'est une lettre d'amour à Tzahal, à Israël. C'est un sionisme, un judaïsme sans complexe, mais sans lucide. Concession aussi, voilà. Sans concession. Et sans concession, mais très lucide, en disant les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Et puis c'est un parcours donc effectivement militaire, car c'est pas une autobiographie de toute ma vie, je vais pas ennuyer tout le monde, c'est basé sur la carrière militaire, c'est quand même sur le style des mémoires, Alors en toute modestie, quand je dis les mémoires, c'est Chateaubriand, les mémoires d'outre-tombe, ça veut dire mémoire, ça veut dire on raconte, mais on réfléchit, on a des parenthèses, des échappées, et donc c'est aussi le parcours d'un Français, d'un Parigot, qui monte en Israël. Oui, j'allais le dire, ça commence justement, puisque c'est dans l'ordre chronologique que vous racontez. Et ça commence à Paris avant votre aliyah, et vous êtes un jeune 68 art, on peut le dire comme ça. Vous faites Normal Sup, vous êtes aussi un intellectuel, ce qu'on peut appeler un intellectuel, vous le prouvez avec vos livres évidemment. Comment est-ce que vous vous définissez cette jeunesse avant l'aliyah ?
Alors c'est une jeunesse de jeunesse, donc faire la fête, c'est le Parigot à 100%, c'est toutes les boîtes de nuit de Paris, c'est le Palace, c'est les Sex Pistols, puisque c'est le titre. Bah oui. Donc les nuits parisiennes, la vie d'étudiant effectivement, avec quand même des études d'un côté et puis de l'autre un passage par la yeshiva de Saint-Paul-du-Marais, mais en externe, c'est-à-dire pas religieux, je suis pas devenu religieux, j'ai juste voulu comprendre le judaïsme, savoir ce que c'est. Donc il y a toute cette vie-là, mais toute cette vie-là en attendant de faire mon alia, car en fin de compte, 68 ans, oui, mais moi j'étais aussi un gosse de 67. Et à 67, j'avais 13 ans, et lorsque j'ai vu pendant la guerre des 6 jours à la télévision des soldats israéliens sur leurs tanks dans le désert se battre, ce jour-là, j'ai dit, moi, je veux être ça, exactement comme un gosse dit, je voudrais être cow-boy ou astronaute. C'était mon but dans la vie. Et les études et tout cela, je les ai fait pour faire plaisir à mes parents. Mais dès que je les ai eus, j'ai montré le diplôme. J'ai dit, voilà, vous êtes contents. Et malheureusement pour eux, j'ai fait l'Aliyah et je me suis engagé dans Tsahal. Alors, vous engagez dans Tsahal et puis vous racontez que c'est presque par accident, par hasard, que vous entrez dans le renseignement militaire israélien. Comment est-ce qu'on rentre par hasard, par accident dans le renseignement ? D'abord, moi personnellement, dans mon esprit, dans mon rêve de rentrer dans le Tsahal, c'était le Tsahal de ce que j'avais vu, donc de ces combattants de 67. Effectivement, je rentre, je suis pas sur un tank, moi je rentre dans la marine. Et je fais mon service militaire dans la marine, et je fais 2-3 fonctions dans l'armée, mais je cherche à faire l'armée de métier. Et là, c'est la grandeur de Tsahal, c'est de savoir exploiter le potentiel des gens. Et très rapidement, en fait, mes officiers ont vu le potentiel qui pouvait être exploité, par où je pouvais être utilisé. Et donc, de fil en aiguille, plus avec la rencontre d'un grand général, le général Matan Vinnaï, à qui, en 1 minute, je crois, je vois ce général, il était à ce moment-là le chef des ressources humaines de toute Tsahal. Et moi, j'avais qu'1 minute pour lui parler dans une cafétéria, et je lui ai dit, vous savez, j'aimerais quand même contribuer plus, ça voulait dire, donnez-moi un job plus marrant, intéressant à faire. Eh bien, c'est grâce à lui, il a pris mon nom et mon numéro de matricule, et 2 jours plus tard, j'ai été convoqué, effectivement, par les services de l'intelligence militaire. Et là, ils ont exactement su un petit peu, justement, comment exploiter ce qui était le moins militaire possible chez moi, c'est-à-dire mon côté culture française, mon côté parisien, qui détend l'atmosphère. C'est-à-dire un peu dilettante. Voilà, côté dilettante, etc. Ils ont trouvé ça pas du tout, ça cadrait pas très bien avec l'armée, mais ça cadrait très bien avec les missions dans lesquelles on est envoyé, où il fallait avoir un petit peu de bagou, et puis détendre l'atmosphère, mettre les gens en confiance. Et embrouiller un petit peu les cerveaux embrouiller des uns un petit des autres. peu les gens, ne pas avoir la gueule, et puis surtout les détendre et ne pas être pris au sérieux. Les gens avec qui j'ai travaillé, des services secrets arabes ou d'Amérique latine ou d'Asie, au bout d'un moment donné, ils disaient, tiens, ce gars-là, c'est un Parisien, il ne prenait pas trop au sérieux, il se méfiait pas de moi, évidemment, c'était... Oui, ils se disaient pas, c'est le Mossad, enfin bon, c'est les renseignements israéliens, c'est les services secrets israéliens. Alors justement, on va plonger maintenant dans ce côté passionnant qu'est le métier du renseignement, qui n'est pas uniquement de l'espionnage, c'est aussi de la coopération entre les différents renseignements, y compris chez l'ennemi. Et vous racontez ce qui est marquant dans toutes les anecdotes que vous racontez et au fil de la lecture de ce livre, de votre autobiographie, ce sont les rencontres humaines. Ce sont des petites perles que vous décimez tout au long du récit. Et je pense notamment à cette anecdote avec cette femme libanaise au moment de la guerre du Liban, la première guerre du Liban en 1982. Que je vais vous raconter en précisant que dans mes romans, j'ai une marotte que je reprends évidemment dans ma biographie. Ma marotte, c'est la petite histoire contre la grande histoire. C'est tout ce qui est au niveau de la vérité, du terrain, de l'humain justement, du personnel, par rapport aux grands titres des journaux, aux grandes phrases des livres d'histoire. Eh bien, très très souvent, on le voit dans les situations d'ailleurs les plus extrêmes. L'avantage de l'armée, c'est qu'on est exposé à des situations extrêmes, lesquelles situations, parce qu'elles sont extrêmes, font ressortir le fond du fond humain des gens. On dit toujours que c'est dans les mauvaises passes qu'on reconnaît les copains. Et là, c'est la même chose. C'est dans les pires situations que se révèle parfois le meilleur de l'homme.
Et c'est ce privilège qu'on a dans les moments intenses que offre l'armée. Et la petite histoire, donc, sublime, contredit, transcende la grande histoire. Et un exemple, c'est effectivement très bien choisi, c'est l'exemple de cette femme libanaise. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, nous sommes en 1982, excusez pour la préhistoire, mais c'est la guerre du Liban, c'est la première guerre du Liban. À cette époque-là, je suis encore dans la marine. Et la guerre donc démarre, et le clash de départ, toujours dans une guerre, mais c'est spécialement la guerre du Liban, a été extrêmement violent. Et il y a eu énormément de victimes, blessés et morts parmi les soldats de Tzahal. Étant dans la marine, avant de monter à Sidon, au quartier général de la marine, on me donne pendant quelques jours donc un job un peu particulier. Je m'occupe de l'héliport de Tzahal, qui est adjoint à l'hôpital Rambam de Haïfa, un immense complexe hospitalier au bord de la mer à Haïfa. Et là, il y a un héliport sur lequel atterrissent les uns après les autres des hélicoptères remplis de blessés et de morts de Tzahal, avec ce bruit, quand vous avez vu peut-être des films sur la guerre du Vietnam hollywoodien, toujours ce bruit des pales des hélicoptères, tout le temps incessant, ce vacarme infernal des hélicoptères, qui arrive heure après heure avec le spectacle horrible de ces jeunes soldats gravement blessés ou même morts. Et puis une nuit, donc j'ai une vingtaine de soldats que j'aligne à chaque fois dans l'hélicoptère pour transporter les blessés aux urgences, etc. J'aligne donc une nuit 20 soldats devant un hélicoptère qui atterrit en pleine nuit devant l'hôpital Rambam. La porte de la carlingue s'ouvre, et là, le gars de l'armée de l'air israélienne me fait 4. Seulement 4 soldats. Comme ils étaient assez crevés, j'en vois les autres se reposer. Et dans la pénombre, comme ça, derrière lui, dans la carlingue, j'aperçois une énorme dame, en plus folklore, habillée en paysanne, vraiment la paysanne libanaise tout à fait folklorique, qui est effectivement tellement énorme qu'elle a du mal à marcher et qu'il faut 2 soldats pour l'aider. Elle est tellement grosse qu'elle ne peut même pas s'asseoir dans une chaise roulante. Il faut donc qu'il l'aide à marcher jusqu'aux urgences. Et puis, la dame s'en va, et je pense que c'est fini. Je vois qu'il fait très sombre dans la carlingue, il n'y a plus rien. Le type me dit non, et je vois au fond de la carlingue une civière avec une couverture grise en laine. Et là, je sais que c'est tout simplement un mort de Tzahal, un soldat tué de Tzahal qui est dans cette civière. Et les 2 soldats qui restent donc prennent ce soldat mort et l'emmènent à la morgue. Le lendemain matin, je me rends faire un petit peu ma tournée avec les médecins, les chirurgiens, et je demande par curiosité, dites-moi, la dame qui était dans l'hélicoptère, comment va-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, l'un des chirurgiens me dit, écoute, cette dame, en fait, elle était enceinte, elle devait accoucher, mais elle était tellement énorme que c'était impossible, elle a besoin d'une césarienne. Par chance, son village était tout près des lignes avancées de Tzahal, et donc on l'a embarqué dans cet hélicoptère pour l'emmener. Alors j'ai dit, et alors, comment va madame? Ça s'est bien passé? Et il me dit, écoute, c'est très bien passé, elle a un petit garçon en parfaite santé. Et là, je vois sa voix s'étrangle, et il me dit, tu sais, quelle est la première chose qu'elle a demandé lorsque le petit garçon est né? Et elle a demandé comment s'appelait le soldat israélien mort sur la civière qui était avec elle dans l'hélicoptère, Eli. Et elle a donné le nom de ce soldat israélien à son petit bébé. Une dame libanaise. Voilà. Et donc, en pleine guerre de Liban, au milieu de toutes ces atrocités, voilà, il y avait cette femme, cette paysanne libanaise, qui a donné le nom d'un soldat israélien à son enfant. Donc, c'est un échantillon que je vous lâche comme ça pour dire la petite histoire contre la grande histoire. C'est un peu l'espoir dans le désespoir, puisque la guerre, les morts, les blessés, c'est le côté un peu désespéré, hein, difficile. Et puis il y a cette pépite, cette perle, comme je l'ai appelée tout à l'heure, qui vient éclairer un peu votre récit et qui est voilà. Et après, il y a une autre histoire qui m'a beaucoup marquée aussi. C'est une histoire qui se passe en Afrique avec un petit garçon. Un petit bébé, je vous laisse raconter, évidemment. Alors ça c'est ma plus belle mission, car on passe pratiquement, en fait, ça tombe bien, vous faites du début de ma carrière vers la fin. C'est donc ma plus belle mission, parce que c'est une mission humanitaire. Je pense qu'entre-temps, on dira après, je pense, qu'est-ce que j'ai fait véritablement, à part l'humanitaire, dans les vrais services secrets. Mais là, c'est une mission
où je suis en fait pris pour coordonner une opération humanitaire de Tsahal. Donc en 1994, il y a la fameuse guerre civile du Rwanda, le massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Et pour une fois, les médias, dirais-je, font du bon travail parce qu'elles couvrent tellement cette horrible crise que le monde entier se sent interpellé, concerné par cette crise du Rwanda. Et Israël n'est pas de reste. Et donc, l'opinion publique israélienne dit il faut faire quelque chose, il faut aider. Et on commence à ramasser en Israël des jouets, des habits, de la nourriture. Mais évidemment, c'est pas la solution. À ce moment-là, Rabin et le gouvernement, donc à l'époque, décident qu'Israël doit vraiment faire quelque chose, intervenir. Alors nous n'avons pas des ONG comme l'UNICEF, nous n'avons pas ceci ou cela, nous ne faisons pas partie des Nations Unies. Donc, en plus, comment trouver qui a les moyens budgétairement, logistiquement de faire quelque chose? Eh bien, évidemment, c'est Tsahal, ça a des gros budgets, ça a de la logistique. Et on nous donne donc comme mission d'intervenir dans la vallée de la mort, qui est l'endroit où se massaient les réfugiés rwandais, blessés, malades, etc., qui se trouvent en fait à Goma, qui était à la frontière entre donc le Rwanda et ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo, ça s'appelait à l'époque le Zaïre. C'est là qu'il y a à peu près 1 demi-million de réfugiés rwandais qui meurent comme des mouches, choléra, etc., etc. Alors, vous lirez dans le livre l'opération elle-même, car en 48 heures, alors que nous ne savions même pas sur la carte où se trouvait le Rwanda, en 48 heures, Tsahal va amener un hôpital entier avec des salles d'opération, des laboratoires médicaux, des laboratoires de radiographie. Face à un véritable hôpital va être monté en 48 heures en pleine jungle. Et c'est une opération extraordinaire. Mais ce n'est pas là encore où je veux en venir. Une fois que cet hôpital est installé, que nous avons déjà fait beaucoup de travail sur le terrain avec les ONG qui étaient là-bas, je découvre tout près de chez nous un orphelinat de l'UNICEF avec 4000 enfants, 4000 orphelins et quelques médecins volontaires pour les soigner. Quand je dis 4000 orphelins, c'est parce que tous les matins, il y avait un ramassage des enfants qui avaient perdu leurs parents dans la nuit. Tout simplement, les parents étaient morts, c'est des enfants qui étaient là sur les bords des routes et qu'on ramassait et qu'on amenait à cet orphelinat. Et donc, bien sûr, nous adoptons l'orphelinat et nous soignons beaucoup d'enfants car beaucoup souffraient de malnutrition et autres. Et puis, je décide un jour, en allant à l'orphelinat, de me prendre en photo avec un gosse. Je pensais que ça serait joli, ils ont la photo ici. Et donc ce petit garçon rwandais qui vient de perdre ses parents, qui vient de voir des atrocités, j'hésite un petit peu à le prendre dans mes bras pour prendre la photo. En plus, le gars qui me prend en photo, il est en uniforme comme moi, c'est un gars de l'armée zaïroise, un grand costaud qui est mon guide au Zaïre, qui prend la photo. Moi aussi, je suis en uniforme. Et bien que je sois un petit peu bronzé, pour cet enfant-là, je suis l'homme blanc. Et je me suis dit, il va avoir peur. Et lorsque je le prends dans mes bras, il frissonne comme un chat de plaisir. Et il me serre très très fort. Et donc cette photo. Et puis, je ne sais pas très bien comment le remercier, et je trouve dans ma poche 2 bonbons. Il faut savoir que comme le soldat israélien, la moyenne d'âge, c'est 18, 19, 20 ans, dans les rations alimentaires du soldat de Tsahal, il y a des bonbons acidulés, au miel et à la menthe. Et donc, par chance, j'en avais dans ma poche, je lui donne 2 bonbons. Et je vois son visage s'éclairer, son sourire, c'était un enfant. C'est-à-dire, c'était incroyable. C'est comme si j'avais acheté, je ne sais pas moi, le dernier modèle de... Donc, un sourire s'est épanoui. Et là, je me suis dit, mais peut-être que, ok, c'est bien de faire des piqûres, c'est bien de faire des opérations, d'amener à manger. Mais voilà, c'est des enfants, c'est encore des enfants. Il y en a 4000. Donc, nous rentrons au camp à toute vitesse, on ouvre toutes les rations militaires qu'on avait amenées, et on prend tous les bonbons, et on arrive avec 4 seaux de bonbons pour cet orphelinat. Et là, les enfants s'alignent en 4 rangées, de 1000 gosses pratiquement, avec au bout de chaque rangée une dame de Goma et des bénévoles, donc des dames qui étaient là en bénévole, qui donnent à chaque enfant un bonbon, et ils font la queue pendant à peu près 2 heures, sans bouger, très sagement pour avoir ce bonbon. Malheureusement, ils sont 4000, et il n'y en a pas assez. Et là, il faut être africain quand même pour penser à ça.
Au bout d'un moment donné, les dames bénévoles prennent les bonbons et les cassent en deux et donnent un demi-bonbon. Un enfant fait là que 2 heures pour un demi-bonbon. Et alors là, je me dis, il faut absolument faire quelque chose. Et là se révèle ce qui, pour moi, m'a toujours motivé par rapport à Israël, par rapport à Tsahal. On a dit lettre d'amour, lucidité, il y a des choses mauvaises, il y a des choses bonnes, mais il y a des choses que vraiment, c'est qu'en Israël, ça peut arriver. Et là, c'est quoi ? C'est la théorie qui dit que, militaire, surtout dans Tsahal, mais en général en Israël, l'homme sur le terrain sait ce qu'il dit, sait ce qu'il voit, connaît la situation, on écoute ce qu'il a à dire. Et s'il demande quelque chose, on doit l'écouter. Et donc, je décide de contacter Jérusalem. Et à cette époque-là, on n'a pas encore les GSM et les machins. On a, je vais vous montrer, on a un téléphone satellite. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans une valise. Lorsqu'on ouvre la valise, on déploie ce genre de parapluie et puis on cherche la fréquence. On cherche la fréquence. Et puis, une fois qu'on l'a, on téléphone en espérant que ça marche. Et donc, je montre ça. La conversation a duré moins de 2 minutes. J'appelle Jérusalem et je demande qu'on m'envoie un avion de bonbons au Rwanda. Dans les 24 heures, arrivait à Goma Zahir un avion C-130 avec plein de bonbons qui avait été donné par les industries de confiserie israéliennes, mais aussi parce qu'il y avait eu 24 heures ou à peu près avant le décollage, dans plusieurs écoles de la région de Jérusalem, ils avaient eu le temps de faire acheter des bonbons par des petits écoliers israéliens et d'écrire des petits poèmes et de faire des petits dessins à mon copain rwandais qui était aussi là. Voilà. Et pour moi, l'opération bonbon, ça a été ma plus belle opération. Et c'est celle qui symbolise pour moi c'est quoi Tsahal, c'est quoi Israël. Ok. On va revenir, comme vous l'avez annoncé, au cœur de vos missions du renseignement. Des choses plus sombres. Voilà, et plus, on va dire, que les gens connaissent encore moins, parce qu'effectivement, l'opération Bonbon, ça m'étonnerait que nos téléspectateurs connaissent s'ils n'ont pas lu, et donc je rappelle qu'il faut lire le livre de Raphaël Jérusalemi. Chez Ballan, je suis très content d'être. Vous avez été envoyé à peu près partout pour Israël, pour recueillir des informations. Votre personnalité, vous l'avez dit, vous permet de ne pas être pris au sérieux et donc de pouvoir vous approcher des uns et des autres. Quelle est la mission, en tant que membre des services secrets israéliens, qui vous a le plus marqué, qui, peut-être pas que vous avez été le plus fier, mais en tout cas qui vous a le plus marqué, qui aujourd'hui vous a donné du plaisir à raconter dans le livre? Alors, avant de dire ça, je vais quand même préciser que les fonctions que j'ai exercées ont été très très diverses. Et donc le livre est un livre d'aventure dans la mesure où on voyage beaucoup. Hein. On disait engagez-vous, vous verrez du pays, donc voilà. Même au Brésil, à un moment. Voilà, on part. Alors on est dans le désert, on est dans la jungle, on est. Alors en plus, moi qui aime pas trop la routine, je change tout le temps. Donc je peux être en costume, cravate, dans un cocktail très huppé à New York ou à Genève. Le lendemain, être dans un jean troué avec une fausse identité dans les bas-fonds d'une autre ville. En Israël même, des fois, dans la journée, je passais d'une manœuvre sur le terrain avec des acheteurs potentiels de matériel militaire israélien, pour ensuite terminer effectivement dans une soirée huppée cocktail d'ambassade, et là essayer de soutirer les verres du nez Alors, il y a tous ces rôles, tous ces jeux de rôle, mais il y a aussi le feeling humain par rapport à qui on a affaire. Alors, c'est quand même pas la même chose quand je suis assis prendre le café en face de Pinochet, ou Arafat d'ailleurs. C'est peut-être celle-là que je vais raconter d'ailleurs. Et quand je me retrouve dans le désert face à des représentants des services secrets arabes. J'ai eu, par exemple, pour la petite histoire, j'étais habilité à rencontrer, donc, effectivement, mais là pas en tant qu'espion, en tant que pour collaborer, pour éviter en fait des incidents qui auraient pu embraser la région. J'étais habilité à discuter avec des officiers des services secrets arabes, inclus des pays ennemis, donc Syrie. Mais ce qui était marrant avec les Syriens, c'est qu'on se rencontrait à Quneitra pour négocier, et la seule condition qu'ils avaient, on pouvait parler de tout, mais seulement je devais rester à 10 mètres de distance du Syrien. Il n'y avait pas encore le corona, hein, mais il y avait peut-être le judéo-rona, et donc on pouvait négocier, mais 10 mètres de distance.
Mais il y avait quand Il même disait une peut-être pas que je discussion le aussi. kidnappe. Oui. Ah, on discutait à Connaîtra. Et c'était Les trois qui étaient à la frontière. Voilà, il y a toujours eu Syrie. des collaborations extrêmement discrètes et secrètes entre nous et les pays arabes. Aujourd'hui, ça monte à la lumière avec les accords d'Abraham et les normalisations avec les Émirats, etc. Mais ça a toujours existé. Avec les Saoudiens, on a travaillé bien avant tout cela. Parce qu'au niveau politique, il y avait des moments donnés où on décidait de donner ça aux soldats en bas, qui arrangent ça tranquillement et discrètement et que ça se passe très bien. Alors je pense que, puisqu'on a parlé un peu de l'humour, je vais parler de mes 2 rencontres d'Arafat, parce que c'était quand même un peu bizarre. Vous allez voir, j'ai même hésité à un moment donné, parce que franchement, là, j'aurais pu changer l'histoire au moins. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque les accords d'Oslo sont signés, ils prévoient donc le retour d'Arafat, qui était en exil à Tunis, donc le retour de l'enfant prodige en Terre Sainte et à Gaza. Là, vu mon travail, je travaillais avec les services secrets égyptiens, je connaissais tout le monde, etc. Les Palestiniens aussi, dont Darlan, le fameux Darlan qui va se présenter aux élections bientôt. Et je connais tout ce monde-là. Et donc, nous organisons le retour du Raïs, du président Arafat, à Gaza. Et là, alors lui, il vient avec une grande délégation, les gens de la force 17. On a quand même la police palestinienne au départ, c'est la force 17, c'est-à-dire les terroristes, super terroristes. Alors eux passent la douane comme tout le monde, avec leurs mitrailleuses, mais ils passent la douane. Arafat, bien sûr, VIP, lui, il n'a pas besoin de passer la douane. Et là, Rabin avait demandé, il avait une exigence. Il avait dit, Arafat, lorsqu'il arrive à Gaza, moi je veux pas de feu d'artifice et de flonflon, il peut faire la fête quand il arrive à Gaza City, mais son entrée du Sinaï, parce qu'il arrive par le Sinaï, dans Israël ou dans Gaza, ça, je veux pas que ça soit médiatisé, je veux pas qu'il y ait de... Ça, c'était écrit dans l'accord. Bon, donc nous trouvons près de Rafiah un endroit dans le désert où là, Arafat peut rentrer discrètement, tranquillement, sans passer par la douane. Et effectivement, je me retrouve, après avoir tout préparé, dans le désert, à ouvrir. C'est une petite barrière qui s'ouvre comme ça manuellement. Et là, doit passer Arafat et rentrer dans Gaza. Et plus haut dans Gaza, commencer les liesses, etc. Toute la zone est désertée parce qu'on avait bien écarté tous les soldats israéliens de peur qu'il y en ait un qui a envie de faire un carton. Et je me retrouve là tout seul avec un général, Samir Yontov, qui était avec moi. Et enfin, j'étais avec lui puisque c'était un général. Et nous attendons. Et se profilent à l'horizon les 2 Mercedes noires, donc la Mercedes d'Arafat, les gardes du corps, se profilent à l'horizon. Donc moi, j'ouvre le truc, et puis il doit passer, et bye bye. Eh bien non, les 2 Mercedes s'arrêtent, un crissement de pneus, elles s'arrêtent carrément. Et de la première Mercedes sort un caméraman, un gars avec un microphone, et toute la mise en scène. Et ils font sortir Arafat de la seconde Mercedes, et là, mise en scène, ils lui disent maintenant, Raïs, tu t'assois, tu t'allonges, tu fais un Allahu Akbar, tu embrasses la Terre Sainte, etc. Et ils filment tout ça. Donc ce qu'Arabin avait demandé, exactement le contraire. Et moi, je me retrouve quand même avec Allahu Akbar, l'arrière-train du président Yasser Arafat. Je vous dis, téléspectateurs, c'est comme ça qu'il parle dans son livre, et voilà. C'est pour ça que c'est passionnant. Et je suis quand même armé pour ma propre sécurité, et là, vraiment, ça ressemble à une cible, et bien, ça aurait pu changer l'histoire. Et la deuxième partie de cette journée-là, comme je vous ai dit, mon travail était un peu spécial, et donc, ce matin-là, j'étais en costume militaire, en uniforme, comme il se doit, avec les galons, les insignes, etc., pour recevoir Arafat. Mais il avait été prévu, pour que tout se passe bien et que les accords d'Oslo commencent pas du pied gauche, qu'on doit vraiment s'assurer que tout va bien se passer, surtout qu'il y avait en plus les télévisions arabes, la télévision égyptienne surtout, qui venaient couvrir l'arrivée d'Arafat à Gaza. Et là, je me change en jean et basket, et je deviens un des membres de la délégation d'Arafat avec la force 17, et je monte derrière le convoi jusqu'à Gaza City comme un des membres de la délégation. À l'époque, seules 2 personnes savent dans Gaza qui je suis véritablement, au cas où quand même, parce que si on tombe sur moi, surtout qu'avec les militaires, tout ce qui est fait par l'armée, il y a en fait le tampon Tzadik Tzahal dessus.
Et moi, on m'avait donné un beeper de détresse, mais ce beeper de détresse avait quand même le tampon de Tsahal dessus. Donc si on trouvait qui j'étais, un lieutenant-colonel israélien en plein milieu de Gaza, c'est pas terrible. Donc il y avait quand même 2 personnes qui savaient qui j'étais s'il y avait quelque chose. Mais mon travail, c'était vraiment de m'assurer que tout se passe bien, puisque j'avais des contacts avec les Égyptiens, la sécurité palestinienne, etc. Et là, nous arrivons à l'hôtel Palestine, donc de Gaza City, et c'est la liesse totale, et tout le monde s'embrasse. Alors c'est 4 fois, donc moi toute la soirée, 4 fois, j'embrasse la moitié des terroristes du Fatah, et tout se passe très bien. Et à un moment donné, la grande star de la télévision égyptienne, la Miri Maman de la télévision égyptienne, veut interviewer Yasser après qu'il ait fait ses discours à tous ses potes, etc. Et c'est l'interview en fait clé, le plus important, ce sera pour lui ce soir-là, à la télévision égyptienne. Et elle s'aperçoit qu'il y a vraiment trop de bruit partout dans cet hôtel, c'est la fête, etc. Et elle me demande tout d'un coup, elle me dit, écoutez, monsieur, vous pouvez me donner un coup de main? J'ai dit, oui, que voulez-vous que je fasse? Écoutez, nous devons faire l'interview dans un endroit calme. On m'a dit qu'on pouvait faire ça dans la suite du Rice. Est-ce que vous pouvez prendre ce pot de fleurs et l'emmener, l'installer là-bas? Et donc moi, je prends le pot de fleurs, je rentre dans la chambre, la suite junior de Yasser Arafat, et je pose le pot de fleurs, et Yasser Arafat rentre. Et donc, on s'assoit tous les deux sur les fauteuils en attendant qu'arrive la star de la télévision égyptienne. Alors, je me suis dit, là, j'ai plus de flingue, mais bon, je pourrais quand même. Et voilà, c'était quand même très tentant. Et donc, tout cela pour dire en même temps, lorsqu'on parle de sécurité, Rabin a été assassiné, Kennedy a été assassiné. Vous voyez, voilà, on parle de sécurité. Arafat était très protégé, il avait des gardes du corps, il rapprochés. Et voilà, je me retrouve 2 fois. Voilà, 2 anecdotes comme ça. J'ai juste une dernière anecdote. On ne va pas tout donner, puisqu'il faut quand même que les gens aient envie de lire le livre. Il y en a suffisamment. Mais encore une anecdote, ça me fait penser à ça. Évidemment, c'est celle avec Dick Cheney. Ah oui, c'est justement... qui est secrétaire d'État pour enchaîner, à la Défense. Effectivement. Alors, pour enchaîner, je précise quand même que c'est pas que un répertoire d'anecdotes. Non, mais les anecdotes sont. Moi, j'adore moi-même les raconter, vous voyez. Je ne m'en lasse pas. Mais je veux dire, entraînante, il y a quand même des réflexions. On tire une leçon. Même quand j'écris cette scène assez marrante avec Yasser Arafat, il y a tout ce qui est réflexion sur c'est quoi les Palestiniens, quelles sont leurs espérances à ce moment-là, c'est quoi Oslo. Je veux dire, il y a quand même c'est enrobé, dirons-nous, de réflexion. Il y a un peu de littérature. Alors oui, Dick Cheney, c'est justement l'exemple même, car ce que j'essaie aussi de montrer dans ce livre, c'est pas John le Carré, c'est pas un livre d'espionnage, c'est plutôt montrer toutes les petites choses. Et là, les coulisses. Oui. Et tout ce qui a l'air, tout ce qui n'est pas vraiment sérieux quoi dans ce métier. Et donc Dick Cheney est à l'époque, lorsqu'il vient en Israël, après il a été ministre des Affaires étrangères sous un autre gouvernement, mais à ce moment-là, Dick Cheney est ministre de la Défense, secrétaire de la Défense américain, et il vient en Israël pour une visite éclair de 24 heures, où il faut absolument le convaincre, c'est le rôle surtout de Rabin, etc., le convaincre et convaincre les Américains de s'investir financièrement et technologiquement dans le développement du missile antimissile Arrow, la flèche, qui est aujourd'hui l'un des principaux missiles antimissiles qui nous protège d'une attaque iranienne ou autre. Mais là, il faut convaincre les Américains. Donc arrive Dick Cheney, toute sa délégation, et 2 étages de l'hôtel Hilton sont réservés à la délégation de Dick Cheney. À l'étage supérieur où Dick Cheney loge, cet étage-là est coupé en 2, la partie américaine et la partie israélienne, c'est-à-dire les VIP et officiers israéliens qui escortent cette visite. Et moi, mon rôle dans cette visite-là, c'est ce qu'on appelle escort officer. Ça veut dire, en fait, l'homme à tout faire qui fait que tout se passe bien, que les hélicoptères arrivent à l'heure, qu'il y a du sucre dans le café, ce que je sais, moi. Donc, butler en même temps. Mais donc, responsable du programme et que tout se passe bien. Or, sur le plan protocolaire, dans le monde entier, des personnes du niveau de Dick Cheney n'ont pas toujours le temps de voir quel est le programme avant même. Ils sont en fait, tout est organisé pour eux.
Et donc, la courtoisie veut qu'avant que le programme commence, on passe quelques minutes à regarder le programme avec l'invité de marque, voir si ça lui convient, si tout est OK, etc. Et donc, je traverse le couloir de l'hôtel Hilton, de mon étage, qui est coupé en deux, pour aller du côté américain, pour aller donc informer M. Cheney de la suite du programme. Et là, je suis bloqué par tout d'abord des soldats Marines en uniforme de parade qui me bloquent comme ça le couloir. Et derrière eux, il y a 4 types, vous les avez déjà vus souvent, hein, c'est les gardes, les FBI, les gardes du corps. Donc, costume noir, cravate noire, truc à l'oreille, ils ont tous des problèmes d'ouïe à mon avis. Donc, truc à l'oreille. Et là, no sir, vous pouvez pas passer. Je suis en uniforme, hein, de Tsahal quand même. Vous pouvez pas passer. Et donc, je dis, regardez le programme. Voilà, Raphaël Jérusalemi, là, ça c'est moi, c'est in charge du programme. Je viens informer M. Cheney, vous voyez, c'est bon. Hein. Non. Il dit, mais quand même, et regardez ici, j'ai le badge de la délégation officielle. On avait reçu un badge plastifié de la délégation officielle. Il me dit, no sir, vous avez le badge de la délégation officielle. Mais vous n'avez que le badge, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 5 mètres de M. Cheney. Si vous aviez un badge avec un point bleu, vous pourriez vous approcher jusqu'à 2 mètres de M. Cheney, et seulement ceux qui ont le badge avec le point rouge peuvent aller parler à M. Cheney. C'est pas moi qui ai fait les badges, j'arrive pas à m'expliquer avec eux. Tel Aviv, 5 heures de l'après-midi à peu près. Je descends du Hilton, je vais dans la rue Ben Yehuda, et je rentre dans une papeterie et j'achète des pastilles autocollantes pour les colliers. Et il y en a des rouges, bien sûr. Donc je prends une pastille ronde rouge, tac, je remonte. Ça a pris une vingtaine de minutes. C'est les mêmes Marines, c'est les mêmes gardes du corps avec les oreillettes. Et moi aussi, je crois que je suis le même. Et donc je passe et ils regardent mon badge, ils voient le point rouge. Please, sir. Voilà. Et donc ça, c'est avec un hôtel qui est avec une délégation protégé par le Shin Bet, la CIA, le FBI, tout ce que vous voulez. Et c'est juste pour vous dire, ça vous donne un petit goût des choses qui me sont arrivées à plusieurs reprises d'ailleurs, où on voit que effectivement. C'est pas on est toujours loin de la légende. Voilà, c'est pas toujours au point. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, c'était évidemment passionnant. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien et que vous racontez dans un livre que vous venez de publier, voilà, des Sex Pistols à l'Intifada, paru aux éditions Ballant. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps et de nous avoir raconté, de vous être raconté sur Tandem 2.0. À très bientôt. Merci bien. Une très bonne soirée à tous et à bientôt sur Tandem 2.0.